Gozaimasu, j'ai fait les règles absurdes à l'école au Japon, dans les ménages japonais et aussi au travail au Japon. Et il est temps de s'attaquer, mesdames et messieurs, aux règles absurdes dans les couples japonais. Parce que j'ai bien vu que le coût de l'argent de poche, voilà, qu'on donne au mari 300 € par mois, ça vous a bien marqué. Si vous ne connaissez pas, effectivement, au Japon, c'est commun dans les ménages que l'homme parte au travail toute la journée et que la femme gère le ménage, les enfants et les finances. Et sur ce dernier point, elle récolte tout l'argent pour donner au final que 300 €, on va dire, de frais de loisirs à son mari. Mais ce n'est absolument pas la seule règle absurde. Des hommes bien plus âgés mais pas de femmes plus âgées, ou encore des hommes qui ne savent pas toucher un balai. J'ai aussi découvert les techniques de séduction des japonaises et vous allez voir, c'est d'une subtilité et aussi d'une malice incroyable. Bref, comme d'habitude, je ne vais pas me contenter de citer bêtement les points un à un, comme ça je vais essayer de creuser, de fouiller, de comprendre pourquoi ils existent. En tout cas, pour découvrir les règles bien absurdes autour du couple au Japon, vous êtes au bon endroit. Avant d'arriver au couple, il y a la séduction. Et quand on parle de séduction, de technique, un peu de drague, voilà, au Japon, je pense à deux choses. La première, c'est le kabedon. C'est le fait de bloquer, généralement, une femme contre un mur en mettant sa main et en frappant fort le mur. Ça arrive vraiment dans plein d'animés différents et c'est un grand classique, à tel point que je connais, voilà, des fans de manga et d'animés qui fantasment un petit peu sur cette pratique du kabedon. Et d'ailleurs, dans certains animés ou mangas, ça arrive aussi entre frères et sœurs. Et en parlant de relations frères-sœurs, je ne peux pas ne pas parler de manga. Il y en a vraiment partout où frères et sœurs sont au cœur de l'histoire. Par exemple, dans Gigantis, le frère Gen va tout mettre en œuvre pour sauver sa petite sœur Misaki. Laissez-moi vous raconter pourquoi. Pratiquement toutes les créatures qui foulent cette terre sont symétriques. Et donc, forcément, ce qui va menacer notre monde dans Gigantis, ce sont des créatures asymétriques. Qui ont un principe super simple en fait. Elles absorbent les êtres vivants et gardent leur forme. Par exemple, si une de ces créatures mange un chat et une souris, ça devient cette créature absolument immonde. Et vraiment j'adore ce postulat super simple parce que c'est ça qui rend la chose effrayante. Du coup, c'est l'île où habite Ken qui va être infectée et il ne s'agit ni plus ni moins que de l'île de Tsushima. Et le Japon, il va choisir tout simplement d'abandonner l'île de Tsushima à son sort, histoire de préserver la population sur les autres îles. Sauf que bon, ça vous en doutez, Gen il va avoir du mal à l'avaler. Il va tenter de quitter l'île et rejoindre le Honshu. Et clairement le dessinateur il n'a pas peur de représenter des créatures bien complexes. Il s'agit de Tachibana Kenichi et pour les fins connaisseurs, vous aurez reconnu le dessinateur de Terraform Mars. Le manga Gigantis est édité chez Crunchyroll et il est disponible dès maintenant avec le lien dans ma description. Sérieux, je crois beaucoup à ce nouveau titre qui pour moi, en fait, il reprend une recette bien connue, mais avec suffisamment d'originalité pour qu'on soit tenu en haleine. Oui, donc le kabedon dans les mangas et animés, c'est plutôt stylé on va dire. Sauf que dans la réalité... ah bah tout de suite tu passes un peu pour un gros lourdeau bien creepy. Et justement en parlant de gros lourdeau un peu creepy, on va passer à la deuxième chose, c'est-à-dire le nampa. Il y a tellement de vidéos dessus sur YouTube que je doute que vous soyez passé à côté, mais le nampa c'est de la drague de rue japonaise. Des mecs se postent dans des quartiers bien spécifiques pour le nampa tels que Shimbashi ou Shibuya et ils accostent la moindre fille qui passe. Et ils font ça vraiment à la chaîne avec des phrases d'accroche ou d'approche du type typiquement le vendredi soir dans ces quartiers, vraiment c'est le zoo, et tu ne cherches pas le grand amour avec ce genre de technique, clairement. Mais aujourd'hui, on prend tout ça et on le met à la poubelle. Parce que oui, des vidéos sur comment draguer les japonaises, dans le YouTube américain ou français, il y en a à l'appel. Le bon truc à faire, ça aurait été, excusez-moi machin, vous avez des très beaux yeux, et puis c'était fini, tu vois. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, je vais vous révéler les techniques de séduction des japonaises. Et vous allez comprendre que c'est de très loin les femmes qui utilisent le plus de techniques de séduction au Japon. Les techniques de drague des femmes japonaises. Alors là, bizarrement, je sens que les messieurs ont leurs oreilles grandes ouvertes. Effectivement, grâce à ça, vous allez pouvoir détecter plus facilement si une japonaise s'intéresse à vous. Parce que le souci, c'est que déjà, en tant que mec, comprendre les signaux des femmes, c'est bon, on va dire que c'est pas notre fort, on va se l'admettre. Mais comprendre la subtilité, voilà, des messages et des techniques des japonaises, ah mais c'est encore d'un tout autre niveau. Clairement, si je ne vous le dis pas, vous n'y aurez prêté aucune attention. Et quand même, je me dois de mettre un gros warning sur cette partie de vidéo. Ce n'est pas parce que vous voyez ces signaux que c'est une invitation à l'indécence. Chacun est différent et c'est surtout des généralités que je vais vous présenter. C'est toujours mieux de confirmer avec des mots pour être sûr de vous. Bref, vous êtes prêts? C'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette musique? En gros, on suit le personnage d'une femme qui va à un nomikai, donc une beuverie entre copains, dans l'objectif de séduire. Et elle dévoile toutes les techniques qu'elle va utiliser
qu'on appelle des moteteku. Alors moteteku en fait c'est un jeu de mots, plutôt un mot composé de deux mots japonais. Le premier c'est le mot moteru qui veut dire tout simplement plaire, plaire à l'autre, et le deuxième c'est tekuniku qui veut dire technique tout simplement, donc des techniques pour plaire à l'autre. Et ce qui est rigolo c'est que vous allez voir, ces moteteku qu'elle va citer, ce sont des vrais points. Je ne dis pas que toutes les japonaises les utilisent ou même qu'une majorité de japonaises les utilisent, c'est pas ça, mais je veux dire derrière ce côté on cite des points comme ça et tout sous le ton de l'humour, il y a une part de vérité. Ça fait partie de la culture populaire nippone. Si vous voulez, c'est comme par exemple en France, mettre du parfum pour aller à un rendez-vous. C'est pas obligatoire, même peut-être qu'une majorité ne le fait pas, mais ça vient pas de nulle part non plus. Donc c'est parti pour les différents points. Numéro 1, inspecter l'autre sur les réseaux sociaux, bon ça c'est un classique. Numéro 2, choisir ses amis avec soin. Prendre une fille avec le même caractère que vous, c'est NG. Alors NG en japonais, en fait faut savoir, ça veut dire no good ou no go. Ça veut dire en gros c'est pas bon, voilà, c'est pas bon. C'est pas de l'argot, hein, c'est quelque chose qui est même utilisé au travail pour dire, par exemple, typiquement là où je l'ai entendu, c'est quand j'ai fait les bouteilles d'alcool, voilà, avec Wakaze. Il y avait certaines bouteilles qui avaient des étiquettes où c'était un peu abîmé ou quoi. Donc là on disait, ces bouteilles là c'est NG, no go, no good. Point numéro 3, mettre des accessoires qui bougent. Alors ça je connaissais pas, peut-être sûrement pour attirer plus l'attention. Numéro 4, si vous voulez mettre le paquet, sortez le cou, les poignets et les chevilles. C'est vrai que les japonais ou surtout les japonaises font beaucoup plus attention que nous sur ce genre de détails. Mais exposer ces zones du corps, c'est une forme de séduction ou d'attirance pour l'autre au Japon. Et attendez, vous pensez qu'il y en a beaucoup là? Non, pas du tout. Il y en a plus d'une vingtaine, c'est vraiment n'importe quoi. Je veux dire, là, elle est même pas encore arrivée au nomikai. C'est à partir de là que les choses sérieuses commencent. Numéro 5, montrer juste ses yeux pour avoir un visage mignon. Numéro 6, pencher la tête vers la gauche de 8 degrés pour augmenter de 20% le taux de mignonitude. Alors, bien sûr, y a pas une vraie règle qui dit 8% ou quoi, je pense, au Japon. Bien sûr, c'est extrapolé pour la musique et pour l'humour. Mais, à mon avis, le côté, pencher un peu sa tête, pour paraître plus mignonne, je suis sûr que c'est un vrai truc. Qu'au moins des centaines, voire des milliers de jeunes femmes au Japon ont utilisé dans leur vie. Numéro 7, tendre le menu en montrant l'intérieur de ses poignets. Et numéro 8, rester à distance pour se rapprocher d'un coup. Encore une fois, je le répète, vous comprendrez que chacun de ces points est fait avec humour, mais avec un peu de vérité aussi. Pour le Japon, montrer l'intérieur de ses poignets, comme c'est une zone un peu fragile et sensible, c'est comme pour dire je te fais confiance, pour te montrer cette fragilité que j'ai. C'est ce niveau de subtilité au Japon. Clairement en France, on ne montre pas l'intérieur de ses poignets pour dire à quelqu'un que tu me plais. Bon, voilà, n'extrapolons pas, mais c'est quand même bien perché parfois, je trouve. Toujours pas fini, on continue. Numéro 9, bloquer une rivale en disant qu'elle est très sérieuse comme fille. La fameuse rivalité entre les femmes, certaines disent que c'est un mythe, certaines disent que ça n'existe pas, tout ça. Au Japon, je peux vous dire qu'elle est assez... Elle est là. Selon les dires de mes copines, oui, elle est là. Numéro 10, manger en avance pour ne pas trop manger durant le date. Ça, clairement, c'est une vraie technique, avérée, Numéro 11, inventer des choses un peu débiles pour paraître mignonne. Numéro 12, avoir chaud pour paraître sexy. Numéro 13, toucher un peu trop l'autre, on appelle ça le beta tachi. Numéro 14, frotter la chemise de l'autre en passant sa main discrètement sous la chemise. Ce qui est bien avec ces points, c'est que c'est n'importe quoi, mais c'est quand même des techniques. Je veux dire, le coup de « Oh, tu t'es taché, voilà, je vais t'essuyer, mais je suis obligé de passer ma main sous ta chemise. » Il y a quelque chose. Mais bon, comme elle le dit dans la musique, il est 9h passé, l'alcool coule à flot, et les techniques vont monter d'un cran. Définitivement, je vous le dis, cette musique est incroyable, c'est une pépite de contenu pour moi. Numéro 15, ne pas éviter les bisous en direct. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous partagez la même bouteille ou le même verre au Japon, c'est considéré comme un bisou indirect. Mais bon, ce n'est pas fini. Cette fois, les filles, elles vont aux toilettes pour rétablir leur stratégie, et même là, vous allez voir... Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est la musique. Commencez pas à prendre ma veste. Numéro 16, mettre du fond de teint foncé entre les seins pour donner l'illusion qu'ils sont plus gros. Numéro 17, mettre trop de crème pour les mains et en donner à l'autre pour en profiter pour toucher ses mains. Numéro 18, faire une photo et vouloir l'envoyer au mec pour choper son line. Oui, au Japon, ça fonctionne beaucoup avec line, c'est pas Instagram ou WhatsApp ou quoi, c'est line. Ensuite, numéro 19, prétexter au mec qui veut trop choper ton line de dire non, mais on fera un partage de groupe. Numéro 20, sortir son portefeuille pour faire comme si on allait payer, mais juste le sortir, voilà, pas plus. Question pour les filles qui regardent cette vidéo, vraiment soyez franches, dites-moi combien de ces points vous connaissiez. Pas que vous avez appliqué, mais que vaguement vous connaissiez ou vous dites ah ouais ça ouais je connais, même si vous l'avez pas fait. Parce que le coup de mettre du make-up foncé entre les seins,
On me dit dans l'oreillette que même en France c'est connu celui-là. Et pour tout vous dire, là je vous en ai donné 20, mais j'ai même pas pu tous les faire tellement elle en cite beaucoup dans la musique. Et en fait, je vous ai berné, parce que tout ça, c'est une pub. C'est juste une pub. Alors pas une pub pour une agence matrimoniale, pour un site de rencontre, non, une pub pour une glace. En gros, pendant toute la musique, elle répète « kasanere », qui veut dire cumuler, donc cumuler les techniques. Et la glace, elle cumule plusieurs goûts et textures avec chaque couche de glace différente. Ah, clairement, le service marketing s'est dit « bon, le lien, il est lointain, mais... » c'est pas grave. Et ça a quand même fonctionné parce que ça a dévoilé au grand jour les techniques de séduction des femmes. Et ça a fait beaucoup parler, hein, cette pub, hein. Il y a vraiment beaucoup de trucs autour. Elle a fait beaucoup de vues d'ailleurs aussi. Mais parmi toutes les techniques, il y en a deux qui ont particulièrement marqué les esprits. À ce niveau-là, on peut clairement parler de jutsu interdits ou encore de règles absurdes. Sashisu Seso. Sashisu Seso, alors c'est sûr que pour les Français, ça ne veut pas dire grand-chose. Et même pour ceux qui apprennent le japonais, ça va juste leur rappeler la ligne en fait dans le syllabaire, donc hiragana ou katakana, Sashisu Seso. Mais en vérité, au Japon, il s'agit d'une technique de drague, encore une fois, utilisée par la gente féminine. Ça consiste en 5 phrases un peu type, voilà, qui permettent de flatter l'ego de l'interlocuteur. Et c'est tellement connu, c'est tellement huge, que j'ai même vu des livres qui parlaient de ça. Et pas qui parlaient de ça un peu, genre c'est le titre du livre. C'est en mode la technique Sashisu Seso. Ce serait comme une sorte de glitch code, voilà, pour rentrer efficacement dans la tête de ces messieurs, ou même de ces mesdames en vérité. Sasuga, alors ça c'est très dur à traduire celui-ci, mais Google Trad nous dit comme prévu. C'est plus un je n'en attendais pas moins de toi. Ensuite on a shi, donc shiranagata, je ne savais pas. Su, sugoi, incroyable. Se, sensu aru, donc tu as du goût. Et so, so nanda. Oh, c'est comme ça. Voici les 5 phrases clés, voilà, des japonaises quand elles veulent draguer. Encore une fois, je le dis, c'est pas toutes les japonaises, vous avez compris, bon c'est bon, j'en ai marre de me répéter. Mais en réalité, je pense que si une japonaise fait ça à un français, ça va booster son ego pendant un temps, mais ça va rapidement être un peu relou. C'est en tout cas l'avis de Simplement Quentin, un TikToker qui vit au Japon. Apparemment, il a vécu un rendez-vous où des filles lui répétaient en boucle, systématiquement, ces 5 phrases, et clairement la conversation ressemblait beaucoup plus à un monologue. Et si on parle du Sashisu Seso, c'est que c'est pas 2-3 personnes qui l'utilisent, et c'est d'un chiant. Parce qu'en gros, c'est juste faire un monologue. Donc c'est peut-être aussi une technique pour un peu évacuer la conversation lorsqu'on parle à quelqu'un qui nous intéresse pas, mais qu'on veut pas paraître impoli. En tout cas, c'est pas l'impression que j'ai eue durant mes recherches, mais c'est pas impossible que voilà, aujourd'hui on ait pris le contre-pied de dire qu'en fait cette technique, c'est un peu pour dire allez, casse-toi. En revanche, les différents sites de séduction japonais destinés à la gente féminine expliquent bien que le Sashisu Seso, aujourd'hui, c'est dépassé. Pour séduire, ça ne suffit plus, il faut passer maintenant à un jutsu supérieur. A-I-U-E-O. Alors ça encore une fois c'est une colonne dans le syllabaire hiragana ou katakana, et cette fois-ci c'est la colonne des voyelles. Mais tout comme pour le Sashisu Seso, eh bien c'est un moyen mémotechnique de retenir certaines phrases clés, ou plutôt réactions toutes faites. Donc A, on a agenai, je te ne le donne pas, I c'est iranai, j'en ai pas besoin, U c'est ugokenai, ah j'arrive pas à bouger, E c'est erabenai, j'arrive pas à choisir, et O c'est osenai, j'arrive pas à pousser. Là vous comprenez que c'est moins pour flatter l'ego et plus pour faire la boudeuse, un peu mignonne, voilà, la meuf un peu chiante mais mignonne quand même. On donne un peu faussement du pouvoir à l'interlocuteur, voilà en général un homme qu'on veut séduire. Alors que pourtant au Japon on sait bien qui tient les rênes dans le couple, hein, voilà, y a pas de doute là-dessus. L'argent de poche à la fin du mois, moi j'oublie pas. Mais pour la technique A, I, U et O, eh bien j'ai trouvé quelques variantes sur d'autres sites. Cette fois le A c'est A pour la surprise, ensuite I c'est Ishoniko pour dire on y va ensemble, U c'est ureshi pour dire je suis heureuse, et c'est pour dire quoi en mode un peu ah c'est relou, et O c'est otsukaresama pour dire bravo pour ton travail. Perso, je préfère plus celui-ci, mais bien sûr, encore une fois, il faut prendre tout ceci avec humour. Tout ce que je viens de vous dire, c'est des techniques que les japonaises ont certainement utilisées, voilà, une fois ou deux, pas impossible, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est une loi immuable. Là, dans la musique, c'est dit de manière un petit peu humoristique, mais je pense que derrière l'humour se cache vraiment une bonne part de vérité. Bref, après les règles absurdes dans la drague, on passe maintenant au couple. Vous vous appelez comment ? Le mariage, un des plus beaux jours de notre vie pour beaucoup de personnes sur cette terre, l'union de deux personnes qui s'aiment, et l'écrasement de l'identité d'une des deux personnes. Effectivement, au Japon, il y a une règle qui oblige, vraiment qui oblige les mariés à avoir le même nom de famille. C'est non négociable et c'est aussi le seul pays du monde qui a cette loi. Alors, 96% du temps, c'est le nom du mari qui est conservé, c'est d'ailleurs la même chose en France. Mais régulièrement, des couples japonais essayent de faire changer la constitution, mais sans succès. Et on pourrait se dire, oh mais pourquoi ça râle, je veux dire, y a rien de problématique non plus, c'est comme ça, c'est la tradition. Eh bien en fait, si.
c'est problématique. Pour comprendre, il faut déjà s'intéresser un petit peu à l'utilisation des noms et des prénoms au Japon, parce que c'est pas la même qu'en France. Au Japon, on utilise beaucoup plus le nom de famille pour appeler quelqu'un. Appeler quelqu'un par son prénom, c'est une preuve d'amitié ou de familiarité proche. Ça se fait qu'avec des amis proches, de la famille et son ou sa compagne. Et je suis sûr que vous avez déjà vu des scènes dans les animés où voilà, la fille tombe dans les bras du mec et lui dit « Oh, appelle-moi par mon prénom ». C'est pour ça en fait, parce que c'est pas courant d'appeler quelqu'un par son prénom au Japon. Tout ça pour vous dire que le nom de famille au Japon, c'est très important. Par exemple, sur votre lieu de travail, tout le monde vous appellera par votre nom de famille. Alors qu'en France, ça m'étonnerait que vos collègues vous appellent par votre nom de famille. Au bout d'un moment, ça ferait bizarre. Donc, ça fait qu'un changement de nom de famille au Japon, c'est carrément un changement d'identité avec tout ce que ça implique côté administratif. L'assurance, le compte bancaire, le contrat de travail, le contrat téléphonique, la facture d'eau et l'association avec le Incan, tout doit être modifié. Et il y a même une sorte de transmission d'informations entre les femmes qui se marient, voilà, pour avoir le bon ordre dans lequel faire tous ces changements. Parce que tu peux te retrouver dans une sorte d'impasse administrative. C'est des pièges assez classiques au Japon. Le meilleur exemple, c'est pour avoir un numéro de téléphone japonais, il faut un compte bancaire japonais. Mais pour avoir un compte bancaire japonais, il faut un numéro de téléphone japonais. Littéralement le problème de l'œuf ou de la poule. Donc vous en doutez, ces problèmes sont non seulement coûteux en termes d'énergie et de temps, mais aussi au travail, ça peut avoir des conséquences. Dans le Washington Post, une femme témoigne comme quoi elle devait faire correspondre son adresse mail de travail à son nom légal. Donc une fois mariée, elle a dû littéralement reset sa carrière, en créant une nouvelle adresse mail, et donc dans son business par mail, plus personne ne la reconnaissait. Alors pourquoi la Cour de justice japonaise ne veut pas modifier la constitution alors que pourtant il y a environ 70% des japonais qui sont favorables à ce changement? Eh bien la première raison, c'est la raison du on a toujours fait comme ça, du coup on va continuer de faire toujours comme ça. Mais je pense que secrètement, c'est pour des raisons administratives. Le Japon est catastrophique lorsqu'il s'agit de changements internes à l'administration. Ils utilisent encore le COBOL, c'est un langage de programmation qui a plus de 60 ans et qui n'est même plus enseigné. Il y a aussi les disquettes dont le gouvernement a tant de mal à se défaire, et on n'oublie pas non plus le fax qui est très utilisé dans les entreprises japonaises. Voilà pour ce point, et bien entendu j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais avant ça, 2 points un peu plus légers. Vive les mariés! Ah, vous avez peut-être perdu votre nom de famille avec ce mariage, mais en tout cas, il rapporte. Et il peut rapporter même un gros pactole. Parce que si vous êtes invité à un mariage au Japon, eh bien il faut donner de l'argent. C'est pas comme en France, voilà, où j'ai vu dans certains articles qui disaient que 79% des gens donnent un peu d'argent. Non, 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 non. Au Japon, il faut donner de l'argent. C'est une règle, absurde peut-être, voilà, mais c'est comme ça, tu discutes pas. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un montant à respecter. 30 000 yens si tu es un ami, 50 000 yens si tu es un patron, voilà, ou un senpai, et enfin entre 50 et 100 000 yens si jamais vous faites partie de la famille. À raison de 40 invités, j'ai fait un petit calcul rapide comme ça, qui estimait qu'il y avait environ 11 000 € de recettes. Eh, c'est sympa quand même, hein. Enfin, je veux dire, un mariage, certes, j'imagine que ça coûte cher, mais t'as de quoi rentrer dans tes frais avec 11 000 €. Mais attention, l'argent que vous donnez, ça s'appelle le gokushi, et il faut le mettre dans une enveloppe spécifique, le gosugi bukuro. Et hop, quelques yens qui partent en plus sur des enveloppes bien marketing. Mais attention, erreur à ne pas faire, il ne faut pas donner des billets qui sont usés. Il faut qu'ils soient neufs, nickel, directement sortis de la banque, tout chaud. Mais aussi, il ne faut pas que le montant que tu donnes soit divisible par 2, parce que sinon ça porte malheur. Voilà, ils peuvent répartir ça entre le marié et la mariée. Il faut pas qu'on puisse répartir équitablement la somme en 2, parce que on sait tous très bien que c'est la femme qui va récolter tout le pognon au Japon, voilà. In the pocket totalement. Je taquine, je plaisante. Mais imagine quand même. Allez, passons au prochain point. Les mecs ne font pas le ménage. Conseil numéro 9, des femmes pour des femmes qui veulent séduire, selon le site MDPR. Améliorez vos compétences ménagères à un certain degré pour augmenter votre propre charme. Alors, pour donner un sentiment de sécurité à ces messieurs, pour pas qu'ils soient inquiets, que voilà, les tâches ménagères soient bien exécutées, que la compta soit bien faite, ça va partir au Mais ce qui m'a poussé à vous parler de ça en fait, c'est ces articles concernant la crise du corona en 2020. En fait, les maris japonais, ils étaient bloqués chez eux avec le télétravail et ils ont découvert les tâches ménagères. Mais qu'est-ce donc que cela? Est-ce le légendaire aspirateur? Et il y a un couple, Susumu et Aki, pendant le confinement, ils ont fait une petite battle. Parce que monsieur pensait qu'il faisait quand même une bonne partie des tâches ménagères liées au foyer, donc ils vont chacun noter pendant 24 heures ce qu'ils ont fait. Le soir, Susumu il arrive comme ça, et il regarde sa femme et lui dit « Chérie, regarde, les 21 tâches que j'ai faites. » Sur cette liste, il y a des choses comme donner le bain au petit, faire la vaisselle, surveiller le brossage de dents, etc. Et là, sa femme, Aki, elle va lui sortir un Excel de 210 lignes avec les 210 tâches ménagères qu'elle a faites dans la journée. Ah, je vous le dis, le Susumu, il a moins rigolé tout de suite, hein. J'imagine la scène vraiment où elle a déballé l'Excel et elle a scrollé comme ça. Pendant de longues secondes, il a dû se décomposer en voyant ça. Mais vous inquiétez pas, c'est pas le seul, clairement pas. Une autre histoire, c'est celle de Monsieur Yoshida.
Durant l'enfance, c'est la maman de Yoshida qui préparait tous ses repas. Une fois marié, c'est sa femme qui a endossé ce rôle. Mais maintenant qu'il est à la retraite, il doit lui aussi préparer à manger, et là, c'est la panique. Monsieur Yoshida, à 65 ans, a réalisé qu'il ne savait pas du tout cuisiner. Mais genre pas du tout. Même pas des œufs au plat. Dites-vous que c'est un problème tellement connu au Japon que des communes offrent des cours gratuits aux hommes pour apprendre à cuisiner ou apprendre à faire les tâches ménagères. Et je trouve que c'est très cool, il y a même une école qui a ouvert par rapport à ça. Alors bien sûr au début ça ne se bousculait pas, mais maintenant c'est très populaire auprès des hommes qui se retrouvent soudainement veufs ou divorcés et qui ne connaissent pas les bases du ménage. En gros, la règle absurde ici, c'est au-delà du fait que les hommes ne touchent pas aux tâches ménagères ou encore à la cuisine, c'est plutôt tout le système. Tout le système avec l'argent de poche, le travail qui dévore la vie de famille, la femme qui démissionne après le premier enfant, etc. C'est tous ces codes-là qui sont un petit peu absurdes et qui se cassent d'ailleurs pas mal la gueule ces dernières années. Il y a plein de couples qui ont brisé cette norme, mais pourtant ça reste quand même un modèle assez installé au Japon. Mais pour moi, la règle la plus absurde qui touche les Japonais, c'est celle-ci. Le gâteau de Noël. Un gâteau de Noël, c'est une marchandise délicieuse et fraîche. Tu l'achètes autour du 23 décembre, voilà, ou le 24, ou si tu t'y prends vraiment à la dernière minute, le 25. Mais après le 25, eh bien, tu as les restes, ceux qui sont au rabais, à moitié prix, voire même en réduction solde moins 90%. Et si t'attends encore, eh ben ils vont finir périmés. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire là, mais c'est une expression japonaise et elle est hardcore de fou. Je précise que ce ne sont pas mes propos et que je n'approuve pas non plus ces propos. Commencez pas à me choper par le callback. Le gâteau de Noël représente les femmes et la date représente l'âge. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après 25 ans, c'est le rabais. Leonardo DiCaprio approuve cet adage japonais, mais c'est vrai que cet adage en lui-même, il date un petit peu. Aujourd'hui on parle plus des soba du nouvel an, et donc c'est la même logique sauf qu'on s'arrête à 30-31. Puis t'as même ceux qui parlent de osechi, voilà les plats des premiers jours de la nouvelle année, donc jusqu'au 3 janvier, donc 34 ans, etc. Et c'est ça la règle absurde, c'est qu'au Japon, il y a une grosse pression qui est mise en place pour que les femmes trouvent un mari avant leurs 30 ans. C'est assez fou, et surtout ce qui est un peu fou, c'est qu'une fois passé cet âge, eh bien on les laisse un petit peu plus tranquilles, on les laisse se concentrer sur leur carrière si elles veulent, ou même c'est plus light quoi. Et pour moi, même si elle s'est assouplie cette règle, eh bien elle reste la plus absurde parce qu'elle a tout un tas de conséquences partout. Certaines se marient avec des hommes qu'elles n'aiment pas juste en se basant sur des critères comme le salaire, tout ça pour se marier avant 30 ans. Et tout ça forcément, ça crée une sorte de concurrence entre les femmes, et on comprend mieux les petites techniques qu'on a vues au début de cette vidéo pour éliminer la concurrence. Alors ce ne sont pas de sérieuses piques, mais ça reflète quand même quelque chose. Et même une fois marié, je pense que cette règle absurde a encore des conséquences parce qu'il n'y a pas d'amour. Et comme le divorce est mal vu, le couple dure dans une sorte de mal-être ambiant. Et c'est là où tu comprends en fait que ces petits trucs à la con, ces petites techniques de drague qu'on a vues au début de la vidéo, qui paraissaient légères, pourquoi il y en a autant, pourquoi elles sont aussi précises, machin tout ça, c'est parce qu'il y a quand même une bonne pression sur les femmes japonaises pour trouver un mari avant 30 ans. Et le souci, c'est que, eh bien, les hommes japonais, eux, ils sont pas pressés. Quand on les interroge, un tiers des hommes japonais préfèrent une femme plus âgée qu'eux. C'est clairement pas négligeable, et du coup, tu vas forcément avoir un souci mathématique quelque part. S'il y en a un tiers déjà qui veulent être avec des personnes plus âgées, mais qui sont déjà plus âgées que ce qu'il faudrait avant 30 ans, enfin, il y a un truc qui va pas coller, quoi. Ah, on aime bien créer des trucs un peu de pression sociétale comme ça qui n'ont aucun sens au Japon. Mais quand même, sur une note plus joyeuse, il y a pas mal de mariages qui commencent à se faire avec beaucoup de différences d'âge. Ça permet même à des couples assez farfelus de voir le jour. Oui, mesdames et messieurs, un homme de 47 ans a réussi à se marier avec son idole de 20 ans. La première fois qu'ils se sont rencontrés, elle en avait 17. Bon, l'âge du consentement au Japon, il est de 13 de base, mais dans la majeure partie des préfectures, il est passé à 16. Donc, techniquement, au Japon, c'est ok. Mais contre toute attente dans cette histoire, en fait, le fan, en fait, il n'a fait aucun move. C'est pas du tout lui qui est à l'origine de ça. C'est Tomoe, l'idol, qui a avoué ses sentiments en première, et aujourd'hui, ils ont une chaîne YouTube et un compte TikTok qui cartonnent. Je vous laisse juger par vous-même, voilà, mais personnellement, je les trouve vraiment trop mignons. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'ai appris pas mal de trucs, écoutez. Vraiment la différence d'âge et surtout le Sashi Suseso Aiueo, voilà, avec la musique, je trouve ça vraiment pépite. Encore une fois, ce sont des généralités, donc ne sautez à la gorge de personne s'il vous plaît. N'oubliez pas non plus le manga Gigantis, voilà, j'espère vraiment qu'il va fonctionner parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. N'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.